bonjour, donc Yann Beckers, associé au sein du cabinet Stevenson Harwood et spécialisé en financement. Donc, je vous tout d'abord tous mes meilleurs vœux pour cette année et je vous propose donc d'aborder un sujet d'actualité qui est la réforme par voie d'ordonnance des sûretés. Donc, nous allons aujourd'hui survoler dans les grandes lignes ce droit des sûretés, vous donner quelques éléments d'appréciation et puis nous reviendrons plus dans le détail sur certains aspects de cette réforme qui, vous le verrez, est significative et affecte beaucoup, beaucoup de pratiques actuelles. La genèse, donc pour rappel, je dirais qu'on a déjà eu une réforme du droit des sûretés en mars 2006 qui a été très importante, mais qui avait oublié le cautionnement et certaines sûretés réelles. Donc l'objectif de cette nouvelle réforme, donc, qui intervient par habilitation du gouvernement dans le cadre de la loi Pacte, qui doit intervenir avant mai 2021, est de réformer les sûretés. Et donc le ministère de la Justice a communiqué fin décembre le projet d'ordonnance, vous le verrez, qui est assez significatif et qui couvre des pans entiers du droit des sûretés personnelles et réelles, et sur lesquels les professionnels doivent se prononcer avant le 31 janvier 2021. L'objectif de la réforme est double. D'une part, améliorer la lisibilité des sûretés dans un souci de sécurité juridique, bien sûr, et d'attractivité du droit français, et renforcer l'efficacité de ce droit. Et ce qui reste encore à déterminer, c'est l'articulation entre une nouvelle réforme du droit des sûretés avec les procédures collectives et notamment les droits des créanciers dans le cadre de ces procédures. Le périmètre de la réforme est très large et il couvre des pans entiers du droit français. On va réformer le code civil, le code de la consommation, le code monétaire et financier, le code rural et le code des procédures civiles et d'exécution. Le principal apport de la réforme, bien entendu, sera la réforme du droit du cautionnement, qui était très attendue, mais je ne vais pas trop m'étendre sur cette réforme, puisqu'on pourrait y passer plusieurs heures. Par contre, je voudrais juste indiquer, par exemple, dans l'esprit de cette réforme, on a essayé de généraliser, de consolider dans le Code civil un certain nombre de dispositions qui étaient dans d'autres codes. Notamment, je pense à l'information annuelle de la caution, qui est prévue dans le Code monétaire et financier et dans le Code de la consommation, a été repris et généralisé pour tous les créanciers professionnels qui ont comme caution une personne physique. L'autre principal apport, c'est la signature électronique. Et vous l'aurez compris, dans le contexte sanitaire actuel, avoir une réforme qui permet de généraliser la prise de sûreté sous format électronique est un atout évident. Le législateur s'y était pour l'instant interdit de faire ce pas et donc avait exclu les sûretés de la signature électronique. Aujourd'hui, on franchit le pas en abrogeant l'alinéa 2 de l'article 1175 du Code civil et qui permet maintenant, donc toutes les sûretés réelles ou personnelles pourront être signées sous format électronique. Ce qui ne veut pas dire que les mentions obligatoires, les mentions protectrices que, par exemple, la caution pour personne physique devait mentionner de manière manuscrite dans son cautionnement ne seront pas reprises. Elles le seront, mais elles le seront sous format électronique. Je distinguerai 4 apports principaux. Donc, le premier, c'est une distinction qui est faite entre les sûretés préférentielles et les sûretés exclusives. Dans la catégorie des sûretés préférentielles, on met le gage, le privilège, donc les sûretés, je dirais, classiques. Et puis, dans la catégorie des sûretés exclusives, on met les sûretés propriétés. Alors, probablement que cette distinction qui est opérée par la réforme aura peut-être des conséquences dans le cadre de la procédure collective du constituant. Et il est probable que les sûretés exclusives, donnant donc un droit de propriété sur l'actif, auront une reconnaissance plus forte en cas de procédure collective que les sûretés préférentielles qui donnent juste un droit de préférence. Le deuxième apport de la réforme, et là c'est plus
je dirais, un point qui va être probablement va soulever beaucoup de discussions, c'est le retour du cautionnement réel. Donc, qu'est-ce que le cautionnement réel? En fait, c'est la garantie qu'un tiers donne en fait un actif en garantie de la dette d'un tiers. Donc ça, c'était un mécanisme qui était prévu dans la réforme de 2006, qui était utilisé pour le gage, c'était l'article 2334. Il est généralisé aujourd'hui pour les sûretés réelles, donc ça c'est une bonne chose, mais par contre, on applique par renvoi les dispositions du code du cautionnement. Et dans les dispositions du cautionnement, vous avez plusieurs articles visés expressément. Donc, vous avez par exemple l'article 2300, donc sur le devoir de mise en garde du créancier professionnel vis-à-vis de la personne physique caution. Vous avez ensuite les articles 2302 à 2306 sur les obligations d'information. Pareil, ce sont des obligations qui incombent au créancier qu'il doit donner à la caution. Donc, ces obligations seront dupliquées pour les créanciers gagistes. Vous avez, alors plus bizarrement, la référence aussi au droit au bénéfice de discussion. Donc là, on ne voit pas très bien pourquoi un créancier gagiste qui a donné un actif en nantissement et sur lequel le créancier n'a de recours que sur cet actif pourrait demander ou exercer un bénéfice de discussion et demander à ce qu'on demande à exercer d'abord contre le débiteur plutôt que contre le constituant. Enfin, vous avez les recours après paiement, les recours de la caution et le recours subrogatoire qui sont également prévus au bénéfice du créancier gagiste. Donc tout ça devra être analysé et distingué, mais on peut d'ores et déjà noter que cet apport est totalement contraire à la position jurisprudentielle aujourd'hui sur ce sujet. Le troisième apport concerne le gage sur immeubles par destination, et ça, on ne peut que saluer cette réforme. Donc, en fait, des immeubles par destination du type turbine, du type panneaux solaires pourront être gagés via un gage de biens meubles corporels et donc éviter la prise d'hypothèque pour ce type d'actifs et donc épargner des frais d'hypothèque qui sont plus lourds pour ce type de sûreté. Enfin, dans les nantissements, et notamment le nantissement de créances, on peut saluer la reconnaissance du nantissement de créances à rang successif. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la pratique des nantissements de premier rang, deuxième rang, troisième rang sur des créances est reconnue. On avait beaucoup de doutes, de discussions doctrinales sur la validité de ce type de mécanisme. Et aujourd'hui, la réforme répond à ces questions. Oui, alors le principal apport pour nous, les praticiens du droit des sûretés, c'est l'introduction de 2 nouvelles sûretés et on ne peut que s'en réjouir. Donc, la première est la cession de créances à titre de garantie, donc qui est introduite sur le modèle un peu de la cession d'AI. Alors, pour rappel, la jurisprudence avait toujours refusé la reconnaissance de cette sûreté parce qu'on appliquait le principe du numerus clausus, donc il n'y avait pas plus de sûreté que celles qui existent et qui sont reconnues par la loi. Donc aujourd'hui, on a cette distorsion de concurrence qui s'efface. Donc aujourd'hui, des cessionnaires qui ne sont pas des établissements de crédit, notamment je pense aux prêteurs alternatifs, aux fonds de dette, pourront bénéficier de cette cession à titre de garantie. C'est un régime identique calé sur la cession de créances de droit commun 1321 et sur le régime de la cession d'AI. Donc, les cessions de créances futures pourront également être effectuées. Il suffira juste de les individualiser et la réalisation de cette sûreté se fera par compensation. En fait, le cessionnaire étant déjà propriétaire des sommes. Et donc, si jamais la créance cédée est payée avant son échéance, le droit du cessionnaire se reporte sur le prix de cession, le prix de la créance encaissée.
Le deuxième apport concerne la cession de sommes d'argent à titre de garantie. Donc, il s'agit ici ni plus ni moins du gage espèce. Donc ça, on ne peut aussi que se féliciter de cette sûreté, qui est une sûreté qui est très utilisée dans le monde des financements internationaux, notamment les garanties bancaires, qui sont souvent assorties de gages espèces et faisaient l'objet d'un formalisme très light. Alors aujourd'hui, on a un formalisme un peu plus important puisque la sûreté doit être conclue par écrit, qu'il faut désigner les obligations garanties, qu'il faut désigner également les sommes remises à titre de garantie. Donc, on n'a pas d'obligation d'individualisation. Les sommes sont versées au cessionnaire. Le cessionnaire en fait ce qu'il veut et il a juste une obligation de les restituer à la fin de l'obligation de garantie. La réalisation se fait par imputation. Et la chose intéressante à noter, c'est que cette sûreté devient opposable non pas au moment où elle est signée, mais au moment où les sommes sont remises en pleine propriété au cessionnaire. Voilà, donc nous avons fait un premier aperçu très général de cette réforme. Il y a bien d'autres choses à dire. Le droit de l'hypothèque est modifié. Les privilèges généraux, les privilèges spéciaux sont totalement réformés, réorganisés, modernisés. Donc vous avez dans cette réforme énormément de modifications et donc nous allons nous attacher à suivre jour après jour les progrès de cette réforme et vous reviendrons plus en détail sur ce qui aura été décidé.